Coucou les copains, aujourd'hui on va parler d'un dessin animé tout bonnement exceptionnel, puisqu'il s'agit de Futurama. Futurama est une œuvre de 1999 de Matt Groening, que vous connaissez sans doute chez vous plus pour les Simpsons, qu'on ne présente absolument plus. Pour faire court, c'est une œuvre majeure de la pop culture, voire de la science-fiction en général moderne. On pourrait passer des heures et des heures à ne discuter que de ces références culturelles, tellement elles sont variées, mais le sujet chez moi c'est pas ça, le sujet chez moi c'est l'animation. D'emblée, Futurama est une œuvre marquée par la dissidence. Enfin, le mot est un peu fort, mais vous avez saisi. Matt Groening et ses équipes ont beau avoir fait les beaux jours de la Fox à coups de millions de dollars de merchandising des Simpsons, les responsables de la diffusion sont moyennement chauds face à cette nouvelle série dans laquelle Matt Groening veut faire passer sa vision du futur. Et sa vision du futur, c'est la même que celle qu'il a de l'Amérique dans les premières saisons des Simpsons, marquée par l'absurde et la satire parfois agressive. La première phase de la création d'un dessin animé, c'est d'amasser des idées. Les idées de Groening, il en a parlé dans des interviews avant la programmation de la série. L'inspiration est variée, mais le but ultime, c'est d'être aux Simpsons ce que les Jetsons sont aux pierres à feu. En gros, Futurama est un cartoon sur la vie dans le futur, de tout ce qu'il y a de plus cruel à tout ce qu'il y a de plus absurde. Et ça ne plaît que très moyennement finalement à une Fox très frileuse à l'époque. Très clairement, les cabines à suicider, le discours sur les castes, c'est peu raccord avec le discours très lisse de la Fox pré-2000. Et pourtant, après des négociations plus que pénibles, que Matt Groening a tellement mal vécu qu'elles sont référencées dans son comic strip Life in Hell, littéralement la vie en enfer. Et qu'il a aussi évoqué ces négociations comme étant les pires moments de sa vie d'adulte, rien que ça. La série Futurama naît en 1999. Matt Groening, il aime pas trop les censeurs et les fils de pute. La série est restée comme son équipe et lui l'ont voulu à la base, et tant pis si le public est choqué. Et encore une fois, la Fox, s'est fait des millions et des millions rien qu'avec le merchandising des Simpsons, donc ils lui doivent au moins ça. Et tout ça, c'est très bien, mais moi j'ai décidé de vous parler de l'épisode 4 de la saison 1. L'épisode 4, pour revenir à quelque chose qui nous concerne, c'est entre autres l'apparition de tout un tas de jalons de la série, comme le personnage de Zapp Brannigan, sur lequel on va s'arrêter un petit instant. C'est un personnage caractérisé par son charisme. Le principe de charisme fait partie des 12 principes de l'animation, et stipule clairement qu'un personnage se doit de dégager un intérêt visuel pour intéresser le spectateur. C'est l'équivalent du jeu d'acteur au cinéma, et ça passe par des émotions lisibles et un body language compréhensible. Et quand on se penche de plus près sur les commentaires audio de la série, David Cohen, auteur pour la série mais aussi producteur exécutif, nous révèle quelque chose qui nous éclate à la gueule. Zapp seems kind of half Captain Kirk, half actual William Shatner. Exactly. Et bordel, c'est déjà trop bien. Pour vous, chez vous, William Shatner, c'est bien entendu le fameux Captain Kirk dans Star Trek. Et vraiment, je vous spoil rien, mais si vous ne le connaissez pas chez vous, voici 5 secondes de cet homme qui chante Rocketman. C'est un acteur tout bonnement incroyable et je vous invite véritablement sincèrement chez vous à vous pencher sur sa filmographie. Ou même juste des enregistrements de lui disponibles sur YouTube. Promis, prenez 1 heure, vous ne la regretterez pas. Maintenant, prenez dans une main ce personnage flamboyant et dans l'autre le principe de l'exagération de l'animation, qui se veut de troquer le réalisme dont on n'avait pas grand chose à foutre à la base contre un gros boost d'expressivité. Et vous aurez alors dans votre paume le personnage de Zapp Brannigan. C'est l'illustration par l'exemple de l'art et la manière de faire un personnage complètement con, grotesque, volontairement répugnant mais foutrement attachant. C'est un épisode qui est sans doute le plus important de sa saison, parce qu'il pose tout un tas de bases en termes d'univers de la série. Le mot pour faire genre, c'est diégèse. Par exemple, c'est la première fois qu'on a une planète qui est pas quelque chose de connu. Il y aurait eu plusieurs manières de traiter le sujet, mais là c'est du Futurama qu'on a. C'est loufoque et peuplé de bestioles bizarres, et rien que la structure de la planète en elle-même ne tient absolument pas debout. D'emblée, tu sais que la cohérence physique, on en a rien à foutre. Vergon 6, c'est jamais que ce qui a servi de base à toutes les planètes étranges dans les épisodes qui l'ont suivi. Et ça a permis aux auteurs de laisser libre cours à leur créativité. Rescapé du manque d'attention que la Fox lui accorde, selon les déclarations du staff, en tout cas on en est presque au stade d'orphelin, hein. Les audiences sont tout de même au rendez-vous, malgré les plages horaires défavorables, et le dessin animé va bon train. Une deuxième saison est commandée, produite et diffusée dès l'année qui suit. Parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on doit s'empêcher de faire de l'argent avec.
Et de cette deuxième saison, j'ai choisi de vous parler de l'épisode 4. Alors, c'est l'épisode 4 encore une fois, mais cette fois-ci, c'est la saison 2. Déjà, petit détail qui vous a peut-être sauté aux yeux, mais on a beau être à peine en 2000, on a en face de nous un dessin animé qui intègre efficacement de la 3D quasi tout le temps, sans broncher et sans jamais être moche. On a du coup deux questions. Comment et pourquoi ? Comment techniquement, c'est très simple en utilisant le logiciel Power Animator. Mais concrètement, dans l'ordre, dans un premier temps l'épisode est écrit, dans un second il est storyboardé, et dans un troisième temps, tous les objets en 3D sont réalisés. Ce n'est qu'après qu'a lieu l'animation des personnages 2D via des échanges finalement très conventionnels avec un studio coréen. Ça sert plusieurs fonctions. La première, ça permet d'animer des objets complexes et solides en mouvement sans que ce soit trop pénible. Comme les vaisseaux là, qui se déplacent mais qui peuvent aussi orienter leur canon ou s'ouvrir. Ou même parfois des robots, qui sans ça sont quand même particulièrement rigides. Mais surtout, c'est beau. C'est dit plusieurs fois par les producteurs de la série dans les commentaires audio, mais on a presque quelque chose de trop beau pour de la télé de cette année-là. Le générique à lui seul suppose, pour la petite anecdote, quelques 80 niveaux d'animation 3D et beaucoup d'astuces. Jetez-y un œil, c'est vraiment intéressant. Le contre-coup existe, cela dit. Les personnes responsables de la mise en scène s'arrachent littéralement les cheveux pour faire cohabiter tout ce petit monde. Mention spéciale à cette scène de l'épisode 3 avec la tête de Bender en 3D dans la petite voiture. Ça a dû être particulièrement chiant à mettre en scène et à animer. On va mettre de côté les intégrations volontairement dégueulasses de l'épisode 4 de la saison 1 qui faisait référence à Star Trek là. Et on va aussi mettre de côté la bataille spatiale de l'épisode 12 de la saison 1. Qui est par contre cette fois-ci vraiment bonne. Même les trajectoires des projectiles et l'ensemble des collisions sont respectés, c'est dire. Non, l'épisode 4 de la saison 2 c'est un épisode de Noël. Et ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est le storyboard. Un storyboard, c'est un mot en anglais pour faire genre, qui désigne en fait le dessin animé avant qu'il ne soit animé. C'est pas bien sorcier. Dans les faits, voyez ça comme un genre de BD auquel vous auriez ajouté des petites annotations, notamment sur les mouvements de caméra. Et sur cet épisode en particulier, on peut apprécier le travail de Scott Vanzo. Le déplacement du vaisseau spatial dans cette scène pourtant courte est intéressant. Le vaisseau, lui, reste au centre de l'objectif et ça donne en fait l'impression de bouger très peu face à la ville et ses bâtiments énormes. C'est assez fou pour une scène complètement anodine. Et l'épisode en lui-même bénéficie d'un redesign extrêmement intéressant des décors en 3D. Et oui, je sais pertinemment que l'épisode 15 de la saison 2 aurait été un meilleur choix, mais moi je m'en fous, ce que j'aime c'est les épisodes de Noël. Transition 3ème saison, et j'aimerais cette fois-ci qu'on s'intéresse à l'épisode 20. Épisode 20 qui est selon tout un tas de personnes dont je fais partie le meilleur épisode de la série. L'épisode raconte en fait les déceptions de Bender devenu un dieu le temps d'un épisode pour le petit peuple d'une comète. Ça suppose déjà 2 ou 3 petites considérations éthiques, mais bon, le sujet chez moi c'est pas ça. Si l'animation vous intéresse, vous savez d'ores et déjà que vous êtes censé dessiner des solides quand vous animez. Autrement, on se retrouve face à quelque chose de très plat, et le mouvement en profondeur est tout de même un peu moins crédible, voire carrément raté. Petit exercice chez vous, essayez de dessiner Bender. Vous verrez que c'est assez simple, il est composé de solides finalement très basiques. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est la fête. C'est un robot, il est fait de métal et seuls ses bras et ses jambes sont flexibles. Qu'est-ce qu'on va faire pour transmettre de l'émotion avec ce modèle qui a ni sourcils ni bouche et dont les mouvements ne sont pas naturels ? On triche. Alors, on le fait si possible de manière moins étrange que dans l'épisode 3 de la saison 1, parce que faut pas déconner, c'est n'importe quoi, on dirait que le personnage est cassé. L'astuce, dès la seconde moitié de la saison 1, ça a été de jouer avec l'éclairage de ses yeux pour afficher des émotions lisibles, auxquelles n'importe quel être humain pouvait s'identifier. Mais ça a surtout été de manière beaucoup plus créative de se lâcher sur les motifs de ce que lui fait office de bouche là. Avec ça, on peut faire des mouvements pour la synchronisation labiale, pour le doublage, voire carrément se lâcher et représenter de la colère. Après tout, c'est pas un humain, il ne se plie pas aux mêmes règles en termes d'animation en tout cas, donc autant s'en servir. Représenter un Bender divin et bien communiquer le sentiment des petits bonhommes face à leur gros dieu de zinc, ça a été un défi technique. Et ça s'est entre autres passé par tous ces plans là, où sa tête occupe la plupart de l'espace, mais aussi par ces plans là où Bender est à une échelle qu'on connaît bien, mais sur lesquels le monde de ses fidèles, ici, est représenté en tout petit. On pourrait passer 20 minutes à le décrypter, mais ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Ce serait gâcher quelque chose que je vous conseille sincèrement de regarder. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu, partagez-la, abonnez-vous, tout ça. Nique ta mère la voiture. Vous retrouverez toutes les sources dans la description. Et cette semaine, petite nouveauté, j'ai créé une chaîne secondaire sur laquelle je vais uploader des ressources sur l'animation, qui seront pas monétisées parce que ça m'appartient pas. Vous trouverez donc en parallèle de cette vidéo une petite compilation de déclarations du staff de Futurama. Et oui, je sais déjà qu'il y a 8 saisons à cette série, mais si j'avais voulu en parler dignement, il m'aurait fallu au moins 2 autres vidéos de la longueur de celle-là.
Et c'est pas dit que je le fasse pas un jour, mais pour l'instant, cette vidéo est terminée. Voilà. Bisous tout doux.